Bonjour tout le monde, enfin le déconfinement a été acté et nos habitudes tendent à reprendre le dessus autant que possible. L'occasion pour SAG, cette série de mini-reportages que je vous propose depuis plus de 2 mois maintenant, de traiter d'un sujet un peu plus détente. Si le sport peine encore à reprendre ses droits surtout en France, cela n'empêche en rien certains comme le football de faire parler d'eux. En effet, si la fin des championnats a été actée amenant quelques critiques, il faut commencer à se projeter sur la saison prochaine. En attendant la période des transferts, l'autre préoccupation des supporters consiste à trouver la moindre trace des nouvelles tuniques que leur club devrait présenter à des dates différentes dans les prochaines semaines. Entre rumeurs et fuites, surprises et déceptions, une certaine catégorie de personnes se dégage par leur créativité, les kitmakers. Des concepteurs de maillots qui font souvent l'unanimité par leur création. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Quel rapport possèdent-ils avec les clubs de foot? Et quel est l'impact de leur création? C'est au 4e épisode de cette série qu'a été donnée la mission d'y répondre. Comme vous le savez peut-être, afin de marquer la transition entre la fin d'une année sportive et le début d'une autre, les clubs de football mettent en avant de nouvelles gammes vestimentaires. Nouveaux maillots de match, d'entraînement et autres produits dérivés font donc leur apparition. Mais concentrons-nous sur ces maillots. S'il en existe plusieurs pour un seul club, ce n'est pas pour rien. Le premier maillot, appelé maillot home, est évidemment le maillot domicile qui affiche les couleurs du club et qui est le plus souvent porté lors des rencontres où il reçoit dans son stade le club adverse. Intervient ensuite le maillot extérieur, appelé également maillot away, marqué lui par les couleurs secondaires afin de pouvoir afficher un contraste avec la première tenue. Et pour accompagner ce tout, les clubs possèdent un troisième maillot, le maillot third, permettant donc un plus large choix lorsqu'il s'agit d'affronter d'autres équipes avec une règle toute simple, différencier distinctement les joueurs sur la pelouse. Avec 3 maillots par saison, l'éventail de possibilités pour habiller un club est donc large. Cependant, les années passent et la créativité des équipementiers semble un peu s'essouffler. En s'y penchant d'un peu plus près, on peut se rendre compte que beaucoup de tuniques se ressemblent, n'ayant que le logo et certaines couleurs pour différence. Et cela n'est pas forcément au goût des supporters comme a pu le montrer l'actualité du ballon rond, avec notamment un mécontentement massif de certains supporters pour les dernières annonces concernant leur club. Mais pourquoi en est-on arrivé à ce cheminement de production? Pour répondre à cette question, direction les équipementiers comme Adidas ou encore Nike pour ne citer que. La création de maillots de football résulte d'un travail commun entre ces grands noms et les services marketing des clubs. Ces derniers sont jugés par les équipementiers selon leur potentiel de business, soit qui fera vendre le plus de maillots. Résultat, on se retrouve avec une catégorisation des clubs en 3 classes. Dans la catégorie 1, on retrouve les équipes choyées par l'équipementier, car on dénombre des millions de maillots en vente à travers le monde. Il faut donc que les tuniques soient plus étoffées possible afin d'éviter des contrefaçons qui deviennent plus facilement perceptibles. Dans la catégorie 2, l'équipe est jugée comme étant intéressante d'un point de vue sportif, mais moins d'un point de vue marketing. On se retrouve alors avec un modèle basique qui se différencie suivant les couleurs des clubs. Enfin, dans la catégorie 3, on retrouve des clubs fournis par des distributeurs d'Adidas et non par la firme elle-même. Si on caricature ça grossièrement, les équipes sont classées suivant 3 types de rayonnement, le rayonnement mondial, national et régional. On se retrouve alors avec quelques déceptions, notamment du côté des supporters lassés de se rendre compte de la non-originalité de leurs futurs achats. Mais ces dernières années, un phénomène a fait son apparition, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, certains maillots sont mis en avant, cependant il ne s'agit que de concepts créés par des personnes dont la passion et la création artistique de maillots. Ainsi, tous les clubs voient leur gamme vestimentaire de match être remis au goût du jour, et ce, avec la validation d'une quasi-majorité, dont la réaction première est « Mais pourquoi ce ne sont pas eux qui créent les maillots ?» Et pour cet épisode, je suis parti à la rencontre de l'un d'entre eux. Je vous présente Arei, que l'on peut retrouver sur Twitter notamment, et passionné de création, notamment celui concernant le design des maillots. Et donc les maillots, moi, j'ai commencé à les mettre sur Twitter, ça fait pas très longtemps, ça fait 2 mois et demi. Et à la base, c'est un truc que je faisais vraiment pour moi. Je m'amusais, je trifouillais un peu sur Photoshop. Je m'amusais avec les mock-ups, d'imaginer ce que les clubs auraient pu sortir. Et du coup, vu que j'ai vu que c'était un truc qui se faisait pas mal sur Twitter ou même sur Instagram, je me dis que ça aurait pu être intéressant de partager ça, de pouvoir pour essayer d'avoir des avis aussi, de vrais supporters des clubs. Vu que je touche un peu tous les clubs, alors que je suis pas forcément supporter de tous les clubs français, forcément, ou même étrangers. Et donc c'était pour moi une bonne manière d'avoir aussi des retours tout simplement. Et donc en général, donc ça, je fais tout ça sur Photoshop. Donc il y a un truc qui est très bien qui existe maintenant, c'est des sortes on appelle ça des mock-ups. C'est des sortes de bases, une sorte de petite texture 3D. Et nous, on a juste à travailler sur le design, travailler sur des rendus, mais on a déjà le jeu d'ombre et de lumière. Donc ça rend un truc beaucoup plus cool. Et donc comme tu dis par exemple pour un maillot de Paris, tout d'abord, surtout dans cette période-là, c'est chercher si le club change pas de logo, de sponsor, d'équipementier. Après je fais aussi pas mal de tours sur internet, je fais pas mal de recherches sur ce que faisait le club avant, ce que faisait le club comme maillot à sa création, comment ça a évolué, ce qu'il faisait ces dernières années, etc. Pour aussi retrouver des couleurs, des motifs. Et donc il y a déjà tout ce travail-là de recherche, de réfléchir sur ce que je vais vouloir faire, ce que je vais vouloir transmettre à travers le maillot.
Et ensuite, après, il y a la partie réalisation, où là, ça prend un peu plus de temps, où c'est vraiment faire des tests sur des couleurs, sur des formes, sur ce qu'on veut vraiment mettre dans le maillot, tout simplement. Forcément, ça serait un petit peu le rêve, quoi, de pouvoir travailler pour un club, de faire un maillot qui serait vraiment porté par des joueurs professionnels dans les championnats professionnels. Mais bon, après, dans l'état actuel des choses, c'est très très peu probable. C'est arrivé qu'une seule fois pratiquement en France, et c'est quelque chose, ça se gère pas aussi facilement que ça. C'est les clubs, enfin les équipementiers ont déjà leurs équipes et ça les intéresse pas forcément ce qui va se passer sur internet. Cette idée de créer des maillots, ça restait vraiment axé sur les forums Football Manager, parce que tu avais cette possibilité d'importer tes maillots sur le jeu, donc de pouvoir voir tes joueurs sur ton jeu porter le maillot que tu as créé. Donc c'était un truc qui était ancré là-dedans. Et il y a 1 an ou 2, des clubs comme Manchester United ont demandé à ce que ça cesse, ce genre de choses, parce que ça utilisait leur image, et donc ça, eux, ils ne voulaient plus qu'il y ait leur logo qui soit utilisé de cette manière-là. Et après, juste sur des partages sur Twitter, il me semble qu'il y a un mois et demi, des designers comme Synthetix qui avaient fait un maillot pour un club nordique, et le club l'avait très mal pris parce qu'ils pensaient que c'était un leak de leur maillot à eux. Et donc ils avaient vite démenti, etc. Ils leur avaient demandé de supprimer avant de se rendre compte que c'était juste une œuvre d'un fan, en fait, enfin d'un fan, de quelqu'un comme ça. Mais c'est vrai que les clubs pourraient s'appuyer sur des sortes de concours, même si c'est pas forcément un truc qui est très apprécié des professionnels, de ceux qui en vivent du graphisme, parce que c'est pas très correct par rapport à leur métier. Moi je sais que je fais d'autres choses dans la vie, c'est vraiment juste une passion à côté. Je gagne pas d'argent dessus et je compte pas en gagner. C'est pas vraiment quelque chose qui est rémunéré. Et donc c'est vrai que c'est aussi un peu compliqué, je pense, d'un point de vue juridique pour les clubs, parce qu'ils doivent quand même payer des droits, et payer des droits à des personnes qui sont pas professionnelles, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu travailler au noir, donc je pense qu'il y a aussi pas mal de contraintes de ce côté-là. Vous l'aurez compris, même si l'idée peut déranger certains clubs ou sembler idyllique, la création de maillots par des fans fait parler et dans le bon sens. Toutefois, le travail des clubs pour la saison prochaine arrive à son terme au niveau des équipements. Il ne restera plus qu'à attendre l'officialisation ou non de certaines rumeurs pour juger d'un style version 2020-2021. Voilà ce qu'il fallait retenir de cet épisode de SAC sur le phénomène des kitmakers. N'hésitez pas, comme après chaque vidéo, à partager tout cela et à laisser vos commentaires. Pour le reste, rien ne change, on se retrouve d'ici peu pour une nouvelle thématique qui, je l'espère, continuera de vous plaire.